Alors nous allons maintenant parler des helpers. Donc les helpers vont vous permettre, comme on l'a vu, de rajouter toute une série de méthodes qui vont vous simplifier la vie au niveau de vos vues. En général, dans les vues, on a toujours besoin d'écrire de l'HTML formaté d'une certaine manière et forcément, c'est compliqué de le faire. Donc si vous regardez le Action View, donc si on revient sur la documentation de l'API de Ruby on Rails, on va chercher le Action View. Et on a à l'intérieur toute une série de helpers. Si on prend un helper en particulier, on va prendre le CSRF helper et le tag helper. Mais ce sont des modules qui sont relativement simples. Si on regarde le code source du CSRF helper par exemple, c'est tout simplement un module qui est dans le Action View, qui est ensuite dans le helper et qui s'appelle le CSRF helper. Et à l'intérieur, on va simplement avoir une méthode qui s'appelle CSRF metatag, qui va avoir pour but de générer une méta. De la même manière, le tag helper va contenir une série de méthodes pour générer des tags HTML particuliers. Et on voit que le tag helper, en l'occurrence, est utilisé dans le CSRF helper. Et derrière, après, nous, au niveau de Ruby on Rails, ça nous permet dans nos vues, et c'est le cas dans le application.html.erp, d'utiliser ces méthodes directement. Donc globalement, c'est une manière de définir des méthodes que l'on va pouvoir utiliser et répéter dans nos différentes vues. Alors les voir toutes aujourd'hui, ça serait quasiment impossible et ça serait surtout hyper indigeste. Donc ce que je vous propose, c'est de nous attarder plus précisément sur la partie URL et on va un petit peu peaufiner notre formulaire. Et après, on verra comment créer nous-mêmes notre propre helper. Donc pour générer des URL, jusqu'à maintenant, si on regarde notre listing d'articles, donc c'était plutôt cette partielle-là, on avait utilisé les paths qui étaient générés par Ruby on Rails. Donc Ruby on Rails a un URL helper, et ce URL helper, lorsque notre projet est initialisé, lorsque l'on lance notre application Ruby on Rails, va se charger d'injecter tout un tas de méthodes en fonction des routes que l'on a créées jusqu'à maintenant. Mais vous avez des méthodes un petit peu plus génériques, telles que la méthode URL for et link to, qui permettent de générer plus simplement un lien. Donc on va commencer par parler de la méthode URL for et on va pour cela se rendre sur le formulaire d'édition. Donc cette méthode s'écrit de la manière suivante. On met URL underscore for et ensuite on peut lui passer tout un tas de paramètres pour lui expliquer comment fonctionne notre URL. Par exemple, nous ici, on va aller sur le contrôleur et on peut lui passer le nom du contrôleur. Ici, ça sera post contrôleur. Et l'action, ça sera index. Automatiquement, il va faire le rapprochement au niveau des routes que l'on a définies et il nous trouvera la route qui correspond à ce contrôleur et cette action-là. Si je me rends, alors c'était sur la page d'édition, il trouve bien cette URL-là. Bon, là, en l'occurrence, on a plus rapidement fait de faire un post-path, mais ça peut fonctionner comme ça. On peut après lui passer d'autres choses. On peut lui dire par exemple, tiens, le nom d'hôte, ça sera pas localhost, mais on imagine avoir le nom d'hôte final, et on peut même changer de port, et on peut comme ça avoir tout un tas de paramètres. Et là, il va générer une URL complète. Si on le souhaite, on peut lui demander simplement de générer l'URL avec le chemin, et pas forcément toute l'URL avec le nom de domaine et tout ça. Dans ce cas-là, il faudra lui passer une option qui va s'appeler onlyPath, et qui sera égale à true. Si c'est égal à true, il n'utilise pas le nom de domaine. Si c'est égal à false, il utilisera absolument tout. Et là, on voit ça. Et si j'enlève cette partie-là, il génère avec les options par défaut. Alors on peut se demander quel est l'intérêt d'utiliser ce genre de choses. Ce sera utile plus tard lorsque l'on fera par exemple du mailing, où le mail on peut le générer en ligne de commande pour qu'il envoie une tonne de mails. Dans ce cas-là, ça sera plus pratique d'avoir directement les noms d'hôtes et le port à utiliser dans le URL for, plutôt que d'utiliser simplement le postpath. D'ailleurs, si vous ne précisez rien, c'est-à-dire si vous lui demandez simplement de faire un URL for, ce qu'il va faire par défaut, c'est qu'il va prendre l'URL en cours. Et là, il met ce chemin-là. Et après, toutes les options que vous allez passer en supplément vont être rajoutées. Par exemple, si vous voulez rajouter quelque chose en quête, on va lui dire que je vais rajouter une clé qui s'appelle Q et qui sera ma recherche. Dans ce cas-là, il va prendre l'URL en cours et il va voir ce paramètre Q qu'il ne connaît pas et il va le mettre en query. Et on voit qu'on a comme ça cette URL qui est générée. Donc ça, c'est un petit détail, mais ça va vous être très utile lorsque vous allez vouloir créer une pagination. Par exemple, dans une pagination, on a envie de récupérer les paramètres qui ont déjà été définis et en rajouter. On ne veut pas redéfinir la route systématiquement. C'est la même route qui est utilisée. Une autre particularité du URL for, c'est qu'il est capable aussi de récupérer un modèle. C'est-à-dire que si ici, je lui passe l'article en particulier, et simplement l'article, donc je ne lui passe pas des paramètres ni un hash, je lui passe un modèle,
ben, automatiquement il va trouver l'action qui correspond. Donc pour cela, il n'utilise pas vraiment du duck typing, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas une méthode qui s'appellerait genre toPath ou toURL. C'est directement dans le code du URL for et assez profond dans le code du framework où il dit bon ben si c'est un modèle, dans ce cas-là, voilà comment je dois générer l'action. Et il fait un truc au singulier. Globalement, il met le modèle au singulier, il trouve le nom et il se débrouille un petit peu tout seul. De la même façon, si vous lui passez un tableau en paramètres, ben vous pouvez lui passer un tableau qui contiendra l'action à effectuer. Par exemple, ici, ça sera edit. Et en seconde chose, ça sera l'article. Si je fais ça, hop, il me sort l'action edit sur mon contrôleur post. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est que simplement, il crée une chaîne de caractères. Lui, edit, là, il voit que c'est edit. Ensuite, le nom du modèle, ben, il met underscore. Et ensuite, il met paf. Et il passe en paramètre le modèle. Voilà ce qu'il fait lorsque vous faites ça. C'est juste un petit raccourci, mais ça peut être pratique suivant les cas de savoir qu'il y a comme ça des tonnes et des tonnes de manières d'écrire les choses. Donc en même temps que le URL for, on a aussi un autre helper qui est pratique, c'est le link to, qui permet de générer des liens un petit peu plus simplement. On l'a vu notamment lorsque l'on avait créé nos actions. Alors c'était pas le formulaire, c'était post, qu'on avait un lien pour lire la suite, éditer et supprimer. Mais pour écrire ce lien-là, on peut le faire plus simplement. On peut ici faire un link to. On lui passe en premier paramètre le titre. Donc là, ça sera lire la suite. Et en second paramètre, le lien. Donc là, on peut simplement lui passer l'article. Et lui, il utilisera le URL for sur ce truc-là qu'il saura résoudre tout seul. Et si je fais ça, il va automatiquement générer un lien qui permettra de lire la suite. Si je me rends sur mon listing des articles, je vois bien ce lien-là avec dessus le bon truc. Alors si je veux rajouter des classes, je peux lui passer un troisième paramètre qui sera un hash qui contiendra les classes à utiliser. Donc là, ce sera btn et btn primary. Là, à vous de voir la syntaxe qui vous va le mieux. Certains préfèrent avoir le code HTML en clair, ça permet par exemple à un designer de travailler plus simplement. D'autres préfèrent cette manière-là de faire les choses. Si je veux le lien d'édition, ben, ce sera edit. Là, je peux lui passer le chemin ou faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, moi, je préfère ça, hein, je trouve ça plus sympa, plus objet, entre guillemets. Et là, ça sera le bouton défaut. Enfin, pour le dernier lien, qui est un petit peu plus compliqué parce qu'on avait le data, ici, je mets un lien vers supprimer. La classe, ça sera btn et btn danger. Et j'ai envie de mettre une confirmation. Alors, pour mettre la confirmation, il faut lui passer une clé data. Et dedans, on aura nos différentes choses qui seront dans le data. Donc on lui passe une clé data, et notre hash, on aura un confirme, où on mettra le êtes-vous sûr ici. Et ensuite, la méthode. Et pour la méthode, on peut lui passer simplement un symbole. Et on va dire que la méthode, c'est un delete. Donc voilà comment on ferait ces deux liens si on souhaitait utiliser le système. Et dans ce cas-là, le lien ici, ça sera le lien vers le modèle post. Si je réactualise ma page, hop, je tombe sur une petite erreur. Effectivement, ici c'est post. On avait créé une partial, on n'a plus cette variable d'instance. Autant pour moi. Si je réactualise la page, ben, ça fonctionne correctement. Je vois bien qu'il a mis mes différents liens. Et sur le cas du supprimer, automatiquement, il rajoute le data méthode et le data confirme. Et si je clique sur supprimer, je peux annuler. Voilà, donc c'est une manière différente de faire les choses. Enfin, un dernier petit helper qui peut vous être utile, c'est carrément là sur les formulaires. Donc si je reviens sur mon formulaire d'édition, j'aimerais bien associer à mon article une catégorie, parce qu'on avait mis en place cette association-là. Donc je vais créer une div qui va avoir la classe formGroup. Hop. Je mets mon label, là ça sera la catégorie. Et ensuite, je mets mon champ. Alors pour le select, si vous cherchez au niveau de la documentation, vous cherchez select. Alors, faut faire attention, c'est utilisé à pas mal d'endroits, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est dans le form builder. Ça prend en premier paramètre la clé. Donc nous, la clé ici, ça serait catégorie _id. Ça prend en second paramètre une collection qui correspond à l'ensemble des options qui sont disponibles. Et si on regarde la collection qui nous montre par exemple, il faut en premier le nom et en second l'id. Donc nous, dans notre cas ici, il va falloir récupérer ça. Donc eux, ils utilisent un collect. Donc c'est une manière de faire les choses que je trouve pas forcément terrible parce qu'ils font un person.all qui récupère tous les champs, alors que nous, on n'en a pas forcément besoin. Vous avez une méthode au niveau de vos modèles qui est la méthode pluck. Je vais vous la montrer. Si je lui dis catégorie.pluck et je lui demande de récupérer le nom et l'id, comme ceci. Donc au niveau de ma vue, ça me donne quelque chose qui ressemble à ça. J'ai un tableau de tableaux et pour chaque tableau, j'ai en clé le nom et en valeur l'id.
D'ailleurs, au petit passage, vous avez un petit helper qui s'appelle debug, qui vous permet de mettre des prés autour de votre truc, et qui vous permet de débugger les choses un peu plus proprement. Bon, là, en l'occurrence, je préfère cette syntaxe-là. Ben, le plug, l'avantage, c'est qu'au niveau des requêtes qu'il va faire, si je regarde au niveau de mon terminal, alors c'est ici, je suis désolé si c'est un petit peu petit, c'est que dans la requête, il ne va récupérer que les champs dont il a besoin. Alors que si je faisais un all puis un collect, il récupérerait tous les champs. Donc ça peut avoir une incidence sur les performances. Puis au final, cette syntaxe-là est quand même beaucoup plus courte. Donc c'est ce que vous pouvez utiliser dans le select. Vous pouvez lui dire, je veux que tu sélectionnes, je veux avoir un champ pour le catégorie ID, et je veux qu'au niveau des options, on ait ces options-là. Et automatiquement, hop, il générera notre petit système. Si je réactualise la page, je me retrouve donc avec mon petit select de catégorie. En revanche, attention, donc là c'était par rapport à notre contrôleur encore, hop, il faut bien faire attention aux paramètres que l'on accepte et lui dire j'accepte ce paramètre catégorie underscore ID. Et du coup ici, je vais choisir la catégorie numéro 2, je modifie, je vais sur cet article-là et c'est bien la catégorie qui est sélectionnée, donc c'est plutôt pratique. Voilà, je voulais vraiment vous montrer ce helper-là parce que c'est vrai que quand on a parlé des associations, on n'a pas forcément regardé comment on peut le faire au niveau du contrôleur. Au niveau de la vue, comment on peut changer le formulaire. Donc après, libre à vous de regarder un petit peu tout ce qu'il est disponible au niveau des helpers. Vous allez sur le Action View et vous regardez. Donc après, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est nous aussi d'être capable de créer nos propres helpers. Donc comme je vous l'ai dit, c'est dans le dossier helpers qui se situe dans le dossier app. Et pour créer des helpers, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il suffit simplement de créer un nouveau fichier qui va s'appeler le nom de notre helper underscore helper. Donc par défaut, lorsque l'on génère un contrôleur, Ruby on Rails part du principe que vous voulez avoir un helper lié. Donc c'est une logique qui est un petit peu particulière, donc je ne suis pas forcément très friand. Donc par défaut, il a créé ce categories helper et ce post helper, et qui pour le moment sont vides. Et on a au-dessus le application helper, qui lui peut vous permettre d'écraser aussi des méthodes qui seraient définies ailleurs. Donc nous, on va imaginer se créer un helper classique, entre guillemets, gravatar. On veut générer une petite image pour un email donné. Donc globalement, les méthodes qui vont être disponibles au niveau des helpers, ça va être des méthodes très simples qui prendront quelque chose en entrée et donneront quelque chose en sortie. Elles dépendent en général de assez peu de choses par rapport au reste. Donc je vais créer ici un nouveau fichier que je vais appeler gravatar underscore helper. .rb. À l'intérieur, donc je crée mon module. Mon module, ça va être gravatar helper. Et à l'intérieur, je mets simplement ma méthode. Donc là, par exemple, on va l'appeler gravatar. Donc faites bien attention à ne pas forcément mettre un nom trop générique, parce que cette méthode est ensuite injectée dans toutes les vues. Donc si jamais vous mettez quelque chose de générique qui est aussi utilisé par d'autres helpers, vous risquez de rentrer en collision. C'est pour ça que souvent cette manière de créer des méthodes est pas mal discutée par la communauté. Et cette méthode-là prendra en paramètre un email, qui sera donc une chaîne de caractères. Donc là, on fait un petit peu de duck typing. On va lui dire que si cette variable email ne répond pas à la méthode toS, dans ce cas-là, je vais renvoyer une type error. Voilà, ça permettra d'indiquer à l'utilisateur à un autre développeur qui utiliserait mon helper de savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est mal passé. Et là, c'est plutôt je renvoie un type erreur à moins que ça réponde à ça. Voilà, on va utiliser une syntaxe courte pour le coup. Maintenant, je peux générer mon gravatar. Donc le format d'un lien, c'est une chaîne de caractères qui contient à cet endroit-là un MD5 de l'email. Donc pour obtenir le MD5, je peux utiliser directement une librairie standard de Ruby. Donc je ne sais pas si elle est inclue par défaut, mais c'est donc digest. Et ensuite, vous avez le MD5 et vous utilisez dessus la méthode xDigest. Et vous lui passez un paramètre, donc une chaîne de caractères. Nous, ça va être l'email que l'on va convertir en chaîne de caractères. Et ça, on va l'utiliser au niveau de notre chaîne. Donc là, hop, on va mettre à cet endroit-là notre digest. Et pour que cette chaîne soit interpolée, on utilisera des doubles quotes. On pourra imaginer plus tard avoir des paramètres supplémentaires pour par exemple choisir la taille. Donc nous, on va le faire. On va mettre un options et on va dire que par défaut, on a donc la taille qui est à 200. Et du coup, à cet endroit-là, on peut lui dire je veux que tu récupères la taille. Donc ça sera options et on récupérera la clé S. Et tout le reste, on s'en fout pour le moment. Si maintenant je souhaite utiliser ça au niveau de mes vues, je vais prendre pour cela la vue d'édition encore une fois. Donc ça sera post/edit. J'ai maintenant accès à une méthode gravatar globale et je peux lui dire je veux utiliser le gravatar
Et mon email, ça sera contact@graphicart.fr. Et si j'essaie de réactualiser ma page, qui se situe donc ici, je me retrouve avec mon gravatar. Si je le souhaite, je peux aussi utiliser d'autres helpers. Par exemple, pour générer une image, je peux utiliser le image_tag, qui est disponible dans les tags helper. Et là, ça générera donc une image avec du coup ce lien-là. Si je réactualise, ça me donne cette petite image. Et cette image ne semble pas fonctionner, parce qu'effectivement, ici, j'ai copié directement le lien comme un bœuf, mais il n'y a pas le sous-domaine qui est utilisé. Et là, je vois que ça me génère comme ça ma petite image. Donc globalement, vous n'avez rien de plus à faire pour générer des helpers. Il vous suffit simplement de créer un module à cet endroit-là, de définir les méthodes que vous souhaitez, et elles sont automatiquement injectées. En revanche, faites attention, elles ne sont injectées que dans la partie vue. On pourrait tenter de dire, ah, c'est génial, je peux l'utiliser partout. Donc par exemple, là, si je vais sur mon poste contrôleur, hop, je me dis dans la méthode donc edit, celle que je suis en train de consulter aujourd'hui, je vais faire un put et je vais afficher dans ma console le gravatar et je vais récupérer le gravatar qui correspond à un email, contact@graphicart.fr. Si je fais ça, ça ne va pas fonctionner parce qu'au niveau de notre edit, cette méthode n'existe pas. Donc suivant certains cas, on peut être tenté et on peut peut-être avoir besoin d'utiliser ces helpers. Mais là, dans ce cas-là, il ne faut pas forcément paniquer. C'est tout simplement du Ruby classique et vu que c'est un module, si on souhaite injecter des méthodes d'un helper dans une autre de nos classes, on peut utiliser simplement un include. Si je fais un coup de include et j'inclus donc mon gravatar helper, maintenant mon contrôleur va avoir accès à toutes les méthodes qui sont disponibles au niveau de notre module. Et du coup, mon code va fonctionner correctement. La méthode gravatar va être disponible. Là, en l'occurrence, ça pose d'autres problèmes derrière parce que j'utilise ensuite image_tag qui n'existe pas. Donc, il faudrait aussi inclure le helper qui correspond à ce image_tag. C'est pour ça que cette méthode-là peut être utilisée, mais on aura tendance à essayer de l'éviter. Mais ça peut être utile. Je pense notamment à certains cas où on va avoir besoin de générer et de récupérer des URL. Ça peut être cool d'inclure le URL helper, par exemple, dans certaines de nos classes. Voilà, c'est un petit détail, c'est pas forcément quelque chose qui est très conseillé, mais si jamais vous en avez besoin, sachez que vous pouvez utiliser ces modules de manière classique. Donc voilà, globalement, pour ce système d'helper. Vous le voyez, c'est quelque chose de relativement simple. Globalement, c'est une collection de méthodes que vous allez pouvoir réutiliser un petit peu partout dans vos vues. Et si vous souhaitez créer vous-même vos propres helpers, il vous suffit de créer un nouveau module et de vous mettre les méthodes que vous souhaitez voir ensuite injectées dans vos vues. Enfin, dernière petite chose, au niveau de la configuration, comme je vous l'ai montré, il génère automatiquement pour vos contrôleurs un helper particulier. Si je me rends au niveau de mon terminal et que je fais un coup de Rails gcontroller démo, automatiquement il génère ce truc-là. Et c'est pas forcément terrible. Si jamais vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas fan de cette idée-là, ce que vous pouvez faire, c'est au niveau de votre configuration, donc c'est dans la partie config, vous allez ensuite dans application, et dans la partie application, vous pouvez lui dire pour le générateur, donc c'est config.generators, et vous mettez le helper à false. Et dans ce cas-là, il ne générera plus les helpers à chaque fois que vous avez votre système. Si je régénère mon contrôleur donc démo, cette fois-ci, il a généré le contrôleur, le test, le Ko-fi et le CSS, que vous pourrez aussi enlever plus tard, et du coup, il ne crée pas le helper. Donc personnellement, c'est quelque chose que je mets par défaut et je me dis que ça peut vous intéresser. Donc voilà, globalement, pour tout ce qu'il y a à connaître sur les helpers. Et vous le voyez, c'est un chapitre plutôt simple. Donc avec ce chapitre, on a fini un petit peu notre exploration de la structure de base de la structure MVC avec Ruby on Rails. On a vu les contrôleurs, on a vu les modèles, et on a vu les vues. Alors ce que je vous propose dans les prochains chapitres, c'est de voir plusieurs éléments qui ne sont pas forcément liés les uns avec les autres. On va parler des assets, on va parler de l'envoi d'email, et on va parler comme ça de différents modules qui vous permettent de rajouter des fonctionnalités sur Ruby on Rails. Et après, on attaquera la partie travaux pratiques pour mettre en place tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.